Montreal held a council meeting on public security. In collaboration with different services, the Montreal Human Resources Service held public consultations and group discussions with citizens of various demographics in order to recruit a new chief of police for the SPVM. The objective of the discussions and consultations was to gather what citizens want to see in the next chief of police. Stay tuned to hear what demands were made by the public in this council meeting. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je me présente Daphné Collin, présidente de la Commission de la sécurité publique et conseillère d'arrondissement dans Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. La commission tient ce matin une assemblée publique depuis la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville de Montréal pour la présentation des grands constats à la suite des consultations entreprises par le Service des ressources humaines en vue d'identifier les compétences et qualités souhaitées de la prochaine direction du service de police de la Ville de Montréal. Pour commencer, je souhaiterais vous présenter les commissaires qui composent la Commission de la sécurité publique. Je vais les laisser le soin de se présenter en commençant par la vice-présidente. Bonjour, Christina Smith, mairesse de la ville de Westmount. Monsieur Abdelak Sari est absent pour l'instant, mais va probablement nous rejoindre un peu plus tard. Il est vice-président de la Commission de la sécurité publique et conseiller de la ville de l'arrondissement de Montréal-Nord. Et à ma gauche... Oui, bonjour, Gracia Kasoki-Katawa, mairesse de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Marc Doré, maire de la cité de Dorval. Et à ma droite... Younes Boukala, conseiller d'arrondissement à la Chine. Lisa Christensen, conseillère de ville pour le district de Pointe-aux-Prairies à Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Benoît Graton, conseiller d'arrondissement à Verdun pour le district des Marchais-Crawford. Je souhaite également souligner la présence dans la salle de M. Alain Vaillancourt, responsable de la sécurité publique au comité exécutif. Je remercie pour leur présence la directrice générale adjointe du service des ressources humaines, Mme Diane Bouchard, et M. Simon Lefrançois, directeur dotation et diversité en emploi du service des ressources humaines, ainsi que les autres représentantes du service qui vous accompagnent. Bon, avant d'adopter l'ordre du jour et d'entamer formellement cette discussion politique, permettez-moi brièvement de vous parler un peu du déroulement de l'Assemblée. Tout d'abord, les représentants du service des ressources humaines procéderont à la présentation des résultats des consultations. Ensuite, il y aura une courte pause de 5 minutes afin de prendre les dernières personnes qui désirent s'inscrire à la période de questions et commentaires du public. Nous procéderons également à la période des questions et commentaires réservée au public avec les personnes présentes dans la salle et par la suite aux personnes qui participent à distance. Une période de questions et commentaires sera également permis pour les membres de la commission. Nous allons maintenant adopter l'ordre du jour. Je demanderai à un membre de proposer et appuyer l'ordre du jour. M. Doré et Mme Kasoki-Katawa. Nous procédons maintenant à l'adoption des procès-verbaux des séances publiques du 8 juin et du 21 juin 2022. Je vais demander à un membre qui était présent de proposer et appuyer les procès-verbaux. OK, Mme Smith et M. Younes. Les procès-verbaux vont être déposés, versés sur le site web de la commission. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à Mme Diane Bouchard et M. Lefrançois. Mon nom est Diane Bouchard, je suis directrice des ressources humaines. Le service des ressources humaines est fier d'avoir collaboré à la réalisation d'une consultation publique qui nous a permis de recueillir des informations pertinentes provenant de plus de 750 répondants et répondantes de la grande région de Montréal métropolitaine, ainsi que 70 participantes et participants provenant du personnel du SPVM, mais également des divers organismes de tout horizon. Cet exercice nous a permis de bonifier l'affichage et le processus visant à sélectionner une personne à la tête du SPVM.
De plus, la personne retenue aura à son entrée en poste un portrait clair des préoccupations et des attentes tant de son personnel que de la population montréalaise et des partenaires avec lesquels le SPVM collabore sur le terrain. Donc, le contenu de la présentation, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, bon, évidemment, c'est le contexte dans lequel on a fait cette démarche de consultation, les 2 objectifs de la démarche pour la sélection de la firme, les activités réalisées dans le cadre de la consultation publique, c'est-à-dire l'enquête d'opinion, les groupes de discussion et finalement les principaux constats de la démarche avant de répondre à vos questions. Le contexte, on se souvient que le 25 mars 2022, un processus de recrutement mené par le Service des ressources humaines a été initié par l'affichage du poste de directeur ou directrice du service de police de la Ville de Montréal. Le 19 avril 2022, l'administration annonce que l'affichage est mis sur pause afin de bonifier le processus de recrutement par la réalisation d'une consultation publique pour déterminer le profil idéal du poste. Donc, les objectifs de la démarche était de recueillir de différentes parties prenantes une base de réflexion sur les qualités, les caractéristiques et les traits de leadership que devrait posséder la chef ou le chef de police et les défis à prioriser par le futur chef ou chef de police. Les porteurs du mandat, c'est le Service des ressources humaines à titre de responsable de la démarche de consultation publique et du processus de recrutement, et l'Institut du Nouveau Monde en collaboration avec l'agence BIP Recherche pour la réalisation du mandat de consultation publique. Je vais laisser maintenant la parole à Simon Lefrançois, directeur attraction et acquisition de talents, qui va vous faire la présentation des résultats. Il est aussi accompagné par Julie Meunier et Mireille Tremblay, qui vont aussi pouvoir répondre à vos questions à la toute fin. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Parfait. Donc, je vais continuer pour le reste de la présentation. Tout d'abord, vous présenter la démarche que nous avons entreprise pour la sélection de la firme. Donc, pour être capable de faire cette consultation publique-là, on a rédigé un devis technique. On s'est fait appuyer notamment par le service de la diversité sociale et de l'inclusion, la commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques, ainsi que la commissaire aux relations aux peuples autochtones et le service de l'approvisionnement pour être certain qu'on couvre tous les angles dans ce processus d'acquisition d'une firme pour réaliser ce mandat. Pour vous présenter un peu au niveau de la démarche de sélection de la firme qui a été retenue, nous avons sollicité 7 firmes, donc 7 firmes ont été sollicitées et contactées. 5 firmes ont démontré un intérêt et au terme duquel 3 firmes ont finalement déposé une soumission. Pour être capable d'analyser les soumissions que nous avons reçues, on s'est basé sur les critères qui nous étaient recommandés par le service de l'approvisionnement. Donc, voici les différents critères, leur pondération. Il y avait notamment la présentation de l'offre de service, la compréhension du mandat et de la problématique, l'approche méthodologique qui était proposée pour réaliser la consultation, l'expérience et l'expertise de la firme ainsi que l'équipe, et la réalisation de travaux semblables et la capacité de produire, de produire la consultation dans l'échéancier qui était visé. Et bien évidemment, la composante prix a été évaluée également. Donc, au terme de l'analyse des soumissions, des 3 soumissions qu'on a reçues, c'est l'Institut du Nouveau Monde en collaboration avec l'agence BIP Recherche qui ont été sélectionnées. Un, parce que ces 2 firmes-là qui ont fait la soumission répondaient à l'ensemble des critères. Elles ont démontré une excellente compréhension du mandat et ont une expérience significative dans la réalisation de projets de consultation publique, notamment une compréhension des enjeux de racisme, discrimination systémique, mais aussi une compréhension du milieu policier. Et aussi de la réalisation de sondages, parce que vous allez voir plus tard, dans les outils qui ont été utilisés pour faire la consultation, il y avait aussi une enquête d'opinion. Et c'était la seule des firmes qui utilisait une approche ADS+, notamment pour l'analyse des résultats, donc ce qui était intéressant pour être capable d'avoir une analyse différenciée dans les résultats qui nous étaient proposés. Donc, comme je vous le mentionnais, on voulait être sûr d'avoir une consultation qui avait un tour 360, un peu des opinions et des perceptions des citoyens. Donc, on a utilisé une enquête d'opinion que je vais vous détailler un peu plus loin dans les prochaines diapositives.
On a aussi eu 7 groupes de discussion qui permettaient de rejoindre un échantillon de policiers, de cadres, gestionnaires du service, des représentants de la fraternité et un certain nombre de groupes de discussion qui représentaient des parties prenantes. On a essayé de toucher les plus grands horizons possibles. On a le service de la diversité sociale et de l'inclusion, le commissaire à la lutte au racisme nous ont permis de cibler un certain nombre d'organismes qui couvraient des groupes de jeunes, des groupes en itinérance, des groupes qui touchent des partenaires du milieu. Donc, on avait un groupe de discussion pour les parties prenantes francophones, un pour les personnes qui étaient bilingues, un autre pour les personnes anglophones, et ensuite un groupe de discussion représentant les personnes autochtones. Donc, au niveau de l'enquête d'opinion, juste pour donner un peu plus de détails, dans le fond, c'était un sondage à 2 volets. Il comprenait 15 variables à choix multiples. Un pour, comme Mme Bouchard l'a mentionné, pour mesurer les traits de qualité et les compétences et le style de leadership, les traits de leadership qui étaient recherchés par la chef ou le chef, et parmi un certain nombre d'énoncés de défis, d'être capable d'identifier 3 défis à prioriser. Également, pour être capable d'analyser ces résultats-là, puis voir s'il y avait des distinctions selon certaines données sociodémographiques, en fonction des critères qui étaient suggérés par le service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale. On a identifié 7 questions sociodémographiques, soit l'arrondissement de résidence, le groupe d'âge, le genre, la catégorie de revenus ou du ménage après impôt, l'appartenance à un groupe issu de la diversité, le lieu de naissance au Canada ou hors Canada et la langue parlée ou comprise. Donc, il y avait deux formes au niveau de l'enquête d'opinion. Tout ça pour être sûr de répondre aux standards marché au niveau de la méthodologie. Dans le fond, il y a eu le volet sondage web qui a rejoint 517 personnes sur les critères qu'on a identifiés à la diapo précédente, et ainsi que 250 entrevues téléphoniques pour permettre de compléter le tout. Donc, c'était un sondage qui se répondait en ligne environ en 5 minutes et 12 minutes en mode téléphonique. Et cette enquête s'est déroulée de la période du 15 au 30 août 2022. Au niveau de la méthodologie, quelques éléments pour assurer le meilleur déroulement possible en fonction des standards du marché. Donc, j'ai déjà mentionné un échantillonnage qui s'assure de couvrir une bonne représentativité de la population. Un questionnaire qui était disponible autant en français ou en anglais pour être capable que la personne puisse répondre dans la langue de son choix. Aussi au niveau des défis méthodologiques, pour les défis prioritaires, la façon que ça a été travaillé, c'est qu'il y avait la liste des items des défis prioritaires. Donc, les répondants devaient choisir le premier défi prioritaire. On l'enlevait de la banque des questions. Par la suite, on faisait le même tour de roue pour y choisir le deuxième défi et pour le troisième défi. Il y avait aussi une rotation aléatoire des énoncés pour être sûr de ne pas favoriser un item plutôt qu'un autre. Pour la portion téléphonique, on s'est assuré d'avoir, la firme s'est assurée d'avoir un guide téléphonique pour standardiser la démarche et d'avoir des intervieweurs qui étaient bilingues pour les personnes qui voulaient s'exprimer en anglais lors du sondage. Au niveau des groupes de discussion, je l'ai déjà mentionné, la composition des différents groupes. Dans les diapos suivantes, dans le fond, ce qu'on est venu illustrer, c'est le nombre de personnes dans chacun des groupes de discussion. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les groupes de discussion, c'est un élément qui vient compléter l'enquête d'opinion. Donc, au niveau du groupe de discussion pour les cadres policiers, il y avait 12 cadres policiers. Au niveau des policiers comme tels, il y en avait 17 qui ont été rencontrés. Vous voyez dans la diapo la composition hommes-femmes et la composition des gens qui étaient issus de la diversité. Au niveau de la fraternité des policiers, on avait laissé libre aux gens de la fraternité d'avoir un groupe du nombre qu'ils souhaitaient. Donc, on souhaitait venir rencontrer l'INM avec un groupe composé de 3 personnes. Par la suite, on a eu un groupe de discussion de représentants d'organismes francophones.
et un autre groupe de discussion avec des personnes qui étaient bilingues. Encore là, vous avez la représentation hommes-femmes et le nombre de personnes qui étaient issues de la diversité. Enfin, on a eu un groupe de discussion auprès de représentants autochtones. Fait à noter, pour ce groupe-là, on a travaillé avec la commissaire de la lutte aux peuples autochtones pour identifier des groupes. La personne qui a animé le groupe était aussi une personne issue des communautés autochtones qui a aidé aussi au recrutement. Dans le phénomène, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait des groupes qui ont dit, ben si tel groupe allié est là, ben ils vont pouvoir parler pour nous. Donc, c'est pour ça que le nombre était de 3 représentants de groupe. Et par la suite, on a complété avec un dernier groupe de discussion représentant 11 personnes de groupe anglophones. Donc, au final, il y a 70 personnes de différents horizons qui ont eu la chance de s'exprimer dans les groupes de discussion. Au niveau des groupes de discussion, au niveau de la méthodologie, il y avait un guide de recrutement pour être capable de bien présenter la démarche quand les organismes étaient contactés. Il y avait un scénario d'animation. Les séances ont été enregistrées. Les animateurs avaient une expérience dans l'animation de consultations publiques. Donc ça, j'ai déjà mentionné pour la personne qui animait le groupe autochtone. C'était une personne issue des groupes autochtones et qui avait une connaissance, une expertise des réalités et de la culture qui sont propres aux Premières Nations. Donc, au niveau des principaux constats, peut-être juste au plan pour vous aider à suivre le fil de la présentation. Dans le fond, on va commencer par les constats qui étaient liés aux qualités, compétences, traits de leadership. Je vais commencer par les résultats de l'enquête et par la suite compléter avec les résultats des groupes de discussion pour essayer de faire les parallèles ou les nuances qui ont pu ressortir dans ces moyens de consultation-là différents. Donc, au niveau des principaux constats, au niveau des qualités et compétences qui sont ressortis au niveau de l'enquête d'opinion, dans le fond, ce qui est vraiment ressorti comme étant très fort, c'est l'aptitude en communication qui a été la compétence jugée la plus importante et de loin. Par la suite, ce qui est ressorti comme compétence, c'est de faire preuve de transparence et d'imputabilité. Ça également, c'est ressorti dans de très fortes proportions. Par la suite, il y a des 4 autres compétences qui sont ressorties avec des scores d'importance égale. Ce qu'il faut quand même retenir, c'est que toutes les compétences ont été jugées importantes. Ce qu'on a listé, c'est principalement dans quel ordre elles sont sorties de façon plus évidente. Donc, une connaissance fine des enjeux sociaux, faire preuve d'engagement soutenu envers la lutte au racisme et aux discriminations systémiques, faire preuve d'un sens aigu de la justice sociale, avoir une vision stratégique et être ouvert aux autres. Donc, au niveau des traits de leadership, il y avait 6 traits de leadership. Encore là, tous les 6 traits sont quand même sortis comme considérés importants. Il y en a qui sont sortis plus forts que les autres. Celui qui est sorti avec un score plus élevé, c'est la capacité de diriger par l'exemple, donc être un chef de file dans son domaine. Par la suite, ex aequo, ce qui est attendu dans l'enquête d'opinion, donc dans la perception des citoyens qui ont répondu, c'était la capacité à diriger, d'être capable de mettre en place des procédures et en même temps d'être capable de susciter la participation de tous, donc avoir un style démocratique. Par la suite, ce qui est ressorti également ex aequo, donc on voit que les scores étaient quand même assez proches, c'est d'être capable de diriger, d'inspirer une vision et de susciter l'harmonie. Au niveau des groupes de discussion, on va voir, il y a des éléments qui ressortent qui sont similaires, qui ne sont peut-être pas exprimés de la même façon, mais qui viennent compléter l'enquête d'opinion. Au niveau des groupes de discussion, ce qui est ressorti, c'est la notion de vision stratégique. Donc, d'être capable d'avoir une vision du 21e siècle pour l'organisation policière, d'être capable de communiquer clairement et courageusement, donc dire ce qui va bien, ce qui va moins bien dans les interventions, d'avoir une vision globale de l'action policière, donc une compréhension des enjeux, des réalités des défis des communautés, les défis des différents quartiers notamment, d'être capable de rassembler et d'influencer avec courage, donc
d'avoir une vision accessible et compréhensible, autant à l'interne et à l'externe. Ça, c'est ressorti dans tous les groupes, d'être capable d'être à l'écoute, d'aller sur le terrain, autant auprès des troupes policières que des différents groupes partenaires. Donc ça, c'est ressorti. De cultiver des saines relations, d'être humain dans les interventions, donc dans l'aspect rassembleur, de faire preuve d'habileté pour transiger avec l'administration, pour être capable de faire avancer les dossiers, d'inspirer la confiance, de s'entourer, de bien s'entourer dans les équipes, pour être capable de mobiliser les équipes à l'interne. Par la suite, ce qui est ressorti dans les traits de leadership, puis on l'a vu aussi dans l'enquête d'opinion, la notion de transparence, d'intégrité et d'imputabilité. Dans le fond, les groupes de discussion sont venus mettre des mots encore plus précis quand on entend ce qu'on entend par intégrité et imputabilité. On parle d'éthique professionnelle, de sens des responsabilités, de transparence dans la gouvernance, d'avoir une prise de décision qui est absente de conflit d'intérêts, d'être capable de collaborer pleinement s'il y a des enquêtes qui sont nécessaires en lien avec des allégations, de vraiment se montrer intransigeant et sévère s'il y a des écarts de conduite, notamment en termes de profilage racial et social ou d'usage excessif de forces policières. Donc, la notion d'intégrité ressort clairement à ces niveaux-là. Au niveau des qualités communicationnelles, ben, ça va aussi avec l'accessibilité. C'est d'être à l'écoute, d'aller au-devant, d'aller se présenter, d'être à l'écoute, de communiquer. Puis ça, c'est ressorti dans les groupes, la préoccupation de s'exprimer en français et en anglais pour être capable d'être bien compris par l'ensemble de la population. D'être transparent et sincère dans les communications, ben, de dire telle opération a bien fonctionné, n'a pas bien fonctionné. D'être capable aussi de défendre et d'être plus présent dans les médias pour défendre les opérations qui ont bien fonctionné, d'être capable de redonner les lettres de noblesse, d'être capable de parler avec fierté de l'organisation policière, de maintenir les relations fréquentes et soutenues là, avec les différents partenaires de la population civile. Ce qui est ressorti quand même aussi, c'est l'importance d'être ouvert et d'avoir une introspection dans la façon d'intervenir. Ça peut commencer par renforcer les liens de confiance entre la police et la population, de rebâtir les ponts avec les populations marginalisées ou discriminées, donc de ne pas faire abstraction des réalités, aussi de s'inspirer de ce qui se fait bien dans le monde. Donc, il y a des bonnes pratiques qui ont été implantées ailleurs, donc de voir qu'est-ce qui peut être applicable au SPVM, de mettre en pratique les initiatives qui ont démontré des bons résultats, de les généraliser, d'être à l'écoute des communautés pour comprendre leurs besoins puis leurs solutions. Donc, les partenaires peuvent avoir des solutions à proposer, donc vraiment d'être à l'écoute. D'être accessible envers les employés, d'aller à leur rencontre, de les consulter parce que souvent le terrain peut avoir des bonnes idées. Ce qui est ressorti aussi d'un groupe de discussion, c'est qu'il y a des réformes qui doivent être mises en œuvre, qui sont importantes, notamment pour lutter contre le racisme systémique au sein du SPVM, les discriminations, le profilage racial, le désengagement policier, mais aussi de travailler pour être capable d'attirer des nouvelles cohortes de policiers et policières plus diversifiés. Donc, comme on peut le voir, il y a quand même une panoplie d'éléments qui sont ressortis dans les groupes de discussion. On parle par la suite, ce qui est ressorti, c'est l'intelligence culturelle, donc d'être capable de comprendre les enjeux de la diversité montréalaise, notamment les populations marginalisées ou discriminées, d'être capable de maintenir un lien fréquent et constructif avec les différentes communautés, basé sur le respect, sur la sensibilité des diversités culturelles, de reconnaître qu'il y a un passé au niveau des interventions policières, d'être capable d'en parler, de comprendre les réalités qui ont été vécues. Ce qui est ressorti aussi comme étant des éléments, c'est idéalement de résider ou provenir de Montréal, ou à tout le moins d'avoir une connaissance approfondie des réalités montréalaises. Donc, au niveau des défis
qui attendent le futur chef. Encore là, je vais commencer par les résultats de l'enquête et j'aurai l'occasion de vous les présenter globalement et après ça, de faire les croisements de données qui sont sortis dans les analyses statistiques et par la suite au niveau des groupes de discussion pour venir compléter le tout. Donc, au niveau de l'enquête d'opinion, si on se souvient, plus de 750 répondants. Dans le défi prioritaire qui est ressorti de façon très évidente, la lutte contre la violence armée. Par la suite, l'amélioration du lien de confiance de la population envers le SPVM est ressorti également. Par la suite, il y a 4 autres défis qui ont été classés parmi les 3 défis prioritaires par environ le tiers des Montréalais. Donc, c'est quand même significatif. Ce qui est dans ces 4 défis-là, on note l'implantation d'une culture de valorisation des diversités et de l'inclusion, la lutte au profilage racial et social, donc consolider les actions puis les mesures, d'actualiser les pratiques d'intervention policière auprès des personnes vulnérables dans les cas de violence conjugale ou intrafamiliale. Il y a des éléments aussi vous allez voir, qui ont ressorti aussi dans les groupes de discussion, qui sont venus peut-être mettre des mots encore plus précis sur ces aspects-là. Optimiser et maximiser la visibilité policière dans les rues afin de favoriser un sentiment de sécurité. Et ce qu'on peut noter, c'est que l'amélioration du bilan routier n'est peut-être pas dans les préoccupations les plus importantes selon les Montréalais et Montréalaises. Au niveau des priorités d'action encore, quand on a regardé, quand la firme BIP Recherche a fait l'analyse des données et les a croisées, il y a certaines différences statistiques qui sont ressorties dans l'analyse des résultats. C'est ce que je vais vous présenter dans les prochaines diapositives. Donc, selon les jeunes, il y a des défis qui sont sortis comme étant plus nombreux. Donc, notamment, travailler sur le lien de confiance de la population envers le SPVM et la lutte contre la prostitution et l'exploitation sexuelle. D'un autre côté, pour les jeunes, ils étaient moins nombreux à mentionner la lutte contre la violence armée. Si on fait le même parallèle au niveau des femmes et des hommes, ce qu'on a pu constater au plan statistique dans la perception des citoyens, c'est que les femmes étaient mentionnées plus souvent comme préoccupation, priorité d'actualiser les pratiques auprès des personnes vulnérables ou victimes de violences conjugales et aussi la lutte contre le profilage racial. Tandis que les hommes, eux, étaient plus nombreux à citer la lutte contre la violence armée comme étant la priorité. Au niveau ce qu'on a pu constater au niveau des personnes anglophones, allophones, ainsi que les immigrants de première et deuxième génération, ils ont été plus nombreux à mentionner comme défi l'implantation d'une culture de valorisation des diversités, de l'inclusion et de la lutte contre le profilage racial. Si on prend le groupe de la communauté LGBTQIAS 2S+, on constate qu'ils étaient plus nombreux à mentionner ou à vouloir prioriser une implantation d'une culture de valorisation des diversités et de l'inclusion, actualiser les pratiques auprès des personnes vulnérables ou victimes de violences conjugales, travailler aussi en collaboration avec les acteurs communautaires pour une action concertée et efficace, et souhaiter une augmentation de la diversité des effectifs policiers pour être davantage à l'image des Montréalaises et Montréalais. Si on fait le parallèle au niveau des groupes de discussion, ce qui est ressorti, il y avait 4 grands axes, si on peut l'identifier comme tels, qui se dégageaient des groupes de discussion. Encore là, vous allez voir, il y a des parallèles à faire avec la perception des citoyens qui ont répondu au groupe, à l'enquête d'opinion. La notion de se sentir en sécurité est ressortie. La dégradation de la cohabitation sociale, notamment depuis la COVID-19. L'intégration de procédures adéquates dans la façon de traiter les crimes à caractère sexuel. Donc, il y a peut-être un tour de roue à faire à ces niveaux-là. Un des éléments aussi qui est ressorti dans les groupes, c'est la montée de la cybercriminalité. Plusieurs participants dans les groupes de discussion, notamment la communauté juive, notamment, et les personnes d'origine arabe ont mentionné aussi une augmentation de crimes haineux. Dans les autres axes, la stabilisation des ressources humaines,
Ce qui était mentionné, c'est qu'il y a peut-être un travail à faire dans les processus de gestion interne pour qu'ils soient plus transparents, notamment. Au niveau des groupes policiers, c'est ressorti de travailler le sentiment de fierté et d'appartenance au niveau de l'importance du rôle de policier dans la population. Ce qui est ressorti également, c'est qu'il y a peut-être une occasion de, entre guillemets, civiliser davantage, de laisser plus de place au personnel civil au sein de l'organisation et de favoriser davantage leur progression à l'interne. Ce qui est ressorti également, c'est qu'il y a différents processus administratifs opérationnels qui peuvent manquer de fluidité, ce qui peut avoir un impact sur l'efficacité de certaines interventions à l'interne. Dans les 2 axes qui suivent, ce qui est ressorti, c'est de se donner les moyens de ses ambitions. Puis se donner les moyens de ces ambitions-là passe notamment par un dialogue avec les partenaires, autant à l'interne et à l'externe. Donc, de travailler à donner un bon sentiment d'autonomie et d'indépendance dans la prise de décision, d'être capable de défendre les besoins du service pour aller chercher les ressources nécessaires, de réviser les processus internes. On faisait le lien tantôt que les partenaires peuvent avoir des solutions, les gens à la base peuvent avoir aussi des solutions pour travailler à réviser les processus internes. Ce qui est quand même ressorti de façon assez importante, c'est de renforcer le lien de confiance avec l'ensemble des communautés présentes sur le territoire. Notamment, ce qui est ressorti dans différents groupes, c'est qu'il y a eu plusieurs recommandations qui ont déjà été formulées au SPVM dans le cadre de différents rapports. Donc, de ne pas travailler à réinventer la roue. Il y a déjà beaucoup de matériel qui existe sur lequel le SPVM pourrait s'appuyer avec les différents partenaires pour mettre en application ces recommandations-là. Dans le lien de confiance, ça passait également par l'imputabilité. Donc, de rendre l'organisation imputable quand il y a des manquements policiers pour être capable de susciter l'engagement et la confiance. Il a été mentionné également qu'il serait souhaitable d'avoir une formation continue sur les réalités des groupes marginalisés auprès des policiers pour être sûr que les interventions se fassent dans le respect. C'est ressorti également l'importance de créer davantage d'équipes d'intervenants mixtes autochtones policiers, notamment comme il s'est fait à Dorval, qui a été mentionné comme bien fonctionné. Et également, c'est ressorti l'importance de viser une meilleure représentativité de la diversité montréalaise au sein des troupes policières. Donc, comme vous avez pu le voir, autant au niveau de l'enquête d'opinion qui était l'opinion de citoyens sur l'ensemble du territoire, et des groupes de discussion des partenaires qui ont été rencontrés, donc 70 personnes de plus de 30 groupes, 37 groupes. Les attentes sont légitimes. On a pu constater qu'elles sont multiples et qu'elles sont variées. Ce qui ressort également de façon évidente dans les groupes de discussion, c'est que les défis auxquels la personne, la chef ou le chef, ça va nécessiter un dialogue autant à l'interne avec les troupes, les gestionnaires et les partenaires, une collaboration soutenue, un dialogue et une collaboration soutenue autant avec les policiers, la fraternité et les partenaires. Comme vous avez pu le voir, au niveau des compétences, des traits, ça va prendre un chef qui va devoir maîtriser la plupart des compétences, des qualités et traits de leadership souhaités. Ce qui est intéressant à notre sens, c'est que c'est un rapport qui va nous aider à définir le profil de candidat en vue du processus de recrutement et qui pourra servir aussi à la personne qui va être nommée au terme du processus. Une feuille de route intéressante qui permet d'identifier les priorités, mais aussi les attentes selon les différents groupes et aussi possiblement un plan de développement pour la personne retenue. Donc, au niveau des prochaines étapes suivant cette présentation-là, l'affichage du poste, il va y avoir bien sûr l'évaluation des candidatures, les étapes de nomination. Il est visé une entrée en poste début 2023. Puis nous, c'était très important là, de venir vous rencontrer, faire une présentation de ces conclusions-là, puis d'entendre vos questions. Bien évidemment, les membres de la commission ou les personnes qui sont ici présentes, soit en présence ou en ligne. Je voudrais quand même prendre le temps de remercier toute l'équipe qui a travaillé
à réaliser cette consultation publique. Remercier aussi l'Institut Nouveau Monde et BIP Recherche qui ont travaillé à la réalisation de cette démarche de consultation. Toutes les personnes qui ont collaboré à la réalisation de cette consultation-là, comme je l'ai mentionné dans la présentation, le service de la diversité sociale, le Bureau de la lutte au racisme, aux discriminations systémiques, la commissaire aux peuples autochtones notamment, le service de l'approvisionnement, et tout le personnel du SPVM qui ont participé à la consultation, les membres de la fraternité, et aussi, surtout aux citoyens qui ont pris le temps de répondre à l'enquête d'opinion, et tous les groupes qui ont été sollicités, qui ont participé aux différents groupes de discussion. Ça a été une prise de parole franche et constructive. Je pense qu'il a rendu possible cette démarche de consultation et les principaux constats qui s'en suivent et les commentaires ou questions qu'on pourra bien évidemment entendre ce matin de la part des membres de la commission ou du public. Donc, je vous remercie. Je tiens à remercier non seulement Mme Bouchard, mais ainsi que M. Lefrançois et les deux accompagnatrices du service des ressources humaines pour cette présentation qui est fort éloquente. Afin en fait de prendre les dernières inscriptions des personnes qui souhaitent adresser une question ou un commentaire, nous allons prendre une courte pause de 5 minutes avant de poursuivre la séance.
Avant de débuter la période de questions du public, je tiens tout d'abord à spécifier son fonctionnement et préciser quelques points pour veiller au bon déroulement de cette partie de la séance. Je vais commencer, je vais appeler les personnes inscrites qui souhaitent intervenir dans la salle. J'invite les personnes présentes à formuler un préambule court et précis et concis. Je n'ai aucune question pour l'instant en provenance du formulaire en ligne. Donc, ça va être des questions simplement du public qui sont présents dans la salle. Donc, je vais commencer par Claudiu Russe. Vous pouvez ouvrir votre micro directement. Bonjour, mon prénom c'est Claudio. Je veux dire un grand merci à tout le monde qui a participé à cette rapport-là. C'est très instructif. J'espère que ça va être respecté plusieurs choses. Je veux dire un grand merci à la majorité des membres des commissions de sécurité publique, à la majorité, pas à tout le monde. J'espère que le nouveau chef de police de Montréal, il veut être ouvert pour une culture juste, une culture équitable et une culture transparente. Il veut encourager ça. Il veut être à l'écoute des citoyens et bien sûr très ouverte à améliorer les procédures. Parce que c'est ici le problème. Je vous donne un exemple et la question il vient. Si vous êtes arrêté, je vous dis en 2016, si vous êtes arrêté, vous n'avez aucune preuve de votre droit. Les enquêtateurs vous demandent très clair, vous voulez garder la silence? Moi je dis oui. Je vous donne l'exemple clair. Moi je dis oui. Vous savez que l'enquêtateur, il a écrit que je voudrais garder la silence. Et on sait que c'est la question, c'est le nouveau chef de police, il va être capable d'introduire un formulaire pour s'assurer que le droit fondamental de notre démocratie ça va être respecté. Si quelqu'un il veut faire une déclaration, si c'est un immigrant, il ne parle pas bien français, mais il dit oui, ça va être écrit à quelque part sur un petit formulaire et signé. C'est une preuve. On a vu, s'il manque de preuves, on a vu l'argent public dépensé dans les cases Camara à cause d'une erreur ou à cause d'un malentendu ou à cause que l'enquêtateur a manqué de temps. C'est juste ça la question. Les nouveaux chefs de police doivent être capables d'avoir un formulaire ou quelque chose, une preuve. Je manifeste de 4 ans, je vais continuer à manifester juste pour ça, juste pour une petite phrase. Ça va être capable d'avoir notre droit écrit, qu'on a le droit de faire une déclaration. Les polices, je dis un grand merci aussi à toute la majorité des policiers qui font leur job très bien, parce qu'ils font leur job bien. C'est des petites choses qui ne marchent pas, mais juste améliorer, faire un formulaire. C'est quoi la preuve de la service de police de Montréal qu'on veut garder la silence ou non? Je ne sais pas aujourd'hui s'il a une preuve. On peut prendre n'importe quel monsieur arrêté hier. Je suis curieux s'il a une preuve. Merci beaucoup et je vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Je comprends que c'est une suggestion que vous faites, en fait, plus qu'une question, qui il va être pris en compte. En fait, d'ici probablement, c'est pas la fin de l'année, début de l'année prochaine, il y aura une commission sur la sécurité publique où la personne qui va avoir été choisie se présentera devant le public, devant les citoyens, et ça va être encore une autre occasion que les citoyens et citoyennes auront de lui poser plus de questions et commentaires et notamment des suggestions également. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre présence et votre question. Pour la prochaine personne, M. Marcel Lanoux. Bonjour, Madame la Présidente et membres de cette commission. Je préfère que l'Assemblée commence à 9h30 au lieu de 13h. J'apprécie que la période de questions soit à la fin et non pas au commencement. Juste avant que l'Assemblée commence, j'ai été au bureau où est-ce qu'on s'enregistre pour les questions. Puis il y a deux documents qui venaient d'arriver. Je suis déçu qu'ils n'aient pas arrivé avant. Je n'ai pas eu le temps de les lire. Je trouve ça non démocratique puis pas transparent. C'est tout. Merci, M. Lanoux. Merci pour votre présence. D'ailleurs, vous êtes toujours présent aux commissions, puis on vous remercie de votre engagement, en fait, en tant que citoyen. On prend note. Vous savez que les documents sont disponibles en ligne ou également depuis
plus d'une semaine. Vous aviez quelque chose à ajouter? J'ai pas d'ordinateur, puis il est fort probable que j'en aurai jamais. Vous êtes un Gaulois parmi nous. mais écoutez, on va s'assurer que vous ayez accès à de la documentation papier. Mais déjà, on avait la documentation. Ça n'a pas été assez vite à votre goût, mais on va tenter que ce soit plus tôt là, pour que vous ayez le temps de prendre connaissance de la documentation la prochaine fois. Merci encore de votre présence. Pour ce qui est de la prochaine personne à demander une question, c'est M. Jean Duval. Oui, bonjour, Madame la Présidente. Je montre ici un document qui va peut-être en surprendre quelques-uns ici aujourd'hui. Tout d'abord, j'ai un préambule à faire. Je demande ici d'accepter que ce soit un 12 à 15 minutes. Là. Je suis un des trois qui pose une question et mon temps, j'ai pas calculé, hein, ça devrait aller là-dedans. Je tiens ici à souligner la présence d'un membre du gouvernement du Québec étant commissaire parmi vous. Là. Et pourquoi je parle du gouvernement du Québec? C'est parce que je vais y venir un petit peu plus loin dans mon préambule. Ça concerne la sécurité publique à Montréal et le nouveau poste qui est à combler comme directrice du SPVM touche aussi l'acceptation du gouvernement du Québec. Et moi, je me trouve avoir comme citoyen montréalais un problème avec la corruption qu'il y a dans le système de police à Montréal. C'est systémique. Et dans la présentation qu'il y a eu ce matin, il n'y a pas eu un mot sur la corruption. C'est comme si ça n'existait pas, puis c'est la preuve que ça existe. Là. Et j'aimerais aussi parler du problème qu'il y a avec la loi C-19, qui est une loi provinciale, qui protège l'ombudsman de la Ville de Montréal avec des pouvoirs accrus qu'elle a eu, cet organisme-là a eu en 2006, je crois, ou en 2008, qui m'a affecté, moi, comme citoyen montréalais. C'est ce qui m'a tout fait perdre dans la vie. Alors, je suis ici aujourd'hui en habit-cravate, mais je peux vous dire que je suis un itinérant maintenant, en habit-cravate, parce que je n'ai pas perdu ma dignité. Je veux expliquer que le corps policier, si on veut aller chercher quelqu'un qui va être à la hauteur, cette personne-là se doit d'être un ou une incorruptible. Je m'explique. Un article dans la presse qui a été publié le 27 septembre dernier par un journaliste. Là, si tout se passe bien, le nom du ou de la nouvelle chef du SPVM sera connu avant Noël, mais la nomination sera entérinée par la Ville de Montréal et par le Conseil des ministres après les fêtes. La Ville de Montréal, le Conseil va décider et le Conseil des ministres va décider. Alors moi, j'ai un problème avec la loi C-19, qui est une loi qui protège, qui, selon l'article sur les ombudsmen, fait en sorte que tous les coups sont permis, les coups où est-ce qu'on peut faire des crimes contre un citoyen à Montréal, et moi, j'ai été victime de ça. Alors, j'ai ici, par le passé, assisté à une commission sur la sécurité publique. C'était sur le Web TV, que les gens n'ont plus accès maintenant. Ils ne sont plus capables d'aller voir ça parce qu'on a changé la méthode. Le portail de la Ville de Montréal, où est-ce qu'on avait accès à tous les vidéos web que les citoyens posent des questions pour avoir des réponses de tous les arrondissements et de l'hôtel de ville, ne sont plus accessibles comme ils l'étaient dans le passé. Le portail qui facilitait tout ça n'existe plus. Alors, les questions que moi j'ai posées, que d'autres citoyens ont posées pour avoir des clartés et demander que justice soit rendue,
Il n'y a plus rien de ça qui est visible. Moi, j'ai... la police du SPVM, il y a de la corruption. Juste un instant, Monsieur Duval, je vais juste vous demander de peut-être raccourcir votre préambule, parce que je sais que je veux vous laisser amplement le temps, puisqu'effectivement, il n'y a pas autant de citoyens présents, mais si vous pouviez, juste pour qu'on puisse après comprendre la question que vous allez poser et qu'on soit en mesure de répondre. Oui, mais moi, Madame la Présidente, j'ai écouté pendant 1 heure, là. 1 heure, puis je commençais à bailler, là. Et moi, j'ai une question à poser, puis mon préambule, c'est 10 minutes. La question va durer 2 minutes. Alors, je me suis donné ce privilège-là de rendre mon préambule assez clair pour que les gens puissent comprendre qu'à Montréal, il n'y a rien dans le document qu'on a entendu ce matin qui parle de problématiques des citoyens avec la police. Et ça, on en a parlé beaucoup, mais il n'y a plus rien qui existe. Dommage. Il faut demander la permission au webmaster de la Ville de Montréal, s'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait avoir une copie? Moi, là, j'en ai ras-le-bol de voir que quand on veut se plaindre d'un policier, il n'y a rien qu'on peut faire à moins qu'un policier ait tué un citoyen, là. C'est à peu près clair, là. Sinon, il n'y aura pas d'enquête. C'est rendu tordu, là. Quand on veut avoir justice parce qu'il y a des policiers corrompus, moi, je suis venu ici à la dernière séance sur la Commission sur la sécurité publique. Il n'y avait que des hauts gradés dans la place. Je me suis dit, je suis à bonne place. Mais il n'y en a pas un de la gang qui a levé le petit doigt pour me dire, on va s'occuper de vous. C'est effrayant, qu'est-ce qui vous est passé. Monsieur Duval, vous n'avez pas obtenu justice, on va vous aider. Moi, j'ai eu chez moi des policiers qui ont été complices du vol de mes biens. Je vous dis ça, j'ai des photos, des vidéos. Attention, là. J'ai photographié, j'ai vidéo ça, de tout ça, et j'ai pas été capable d'avoir des enquêteurs pour s'occuper de ce dossier-là. Ça sent pas bon à Montréal. Mais c'est pas tout. Tout ça est arrivé par l'ombudsman. Parce que quand là, la police n'est pas capable de faire un sale boulot, il existe l'ombudsman qui a des pouvoirs accrus, qui a été conféré par la loi C-19 sur les ombudsmen, madame. Et ça, c'est pas juste Montréal, c'est plusieurs grandes villes au Québec. Là, j'en parle au commissaire qui est du gouvernement du Québec. C'est un peu gênant. Parce que l'ombudsman, on a beau les pointer du doigt et dire, hey, il y a des affaires croches qui se passent là-dedans. Mon cas à moi, là, il n'est même pas dans le rapport annuel de l'ombudsman qui donne le rapport une fois par année. Mon cas n'y était même pas. Ils ont eu, elle a envoyé l'ombudsman 25 représentants de la ville, 6 départements différents. Ça laisse des traces, ça. Mais non, mais là, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont volé mes biens, ils ont complété. Ils ont complété. En fait, merci, M. Duval, pour votre temps. Mais, je n'ai pas terminé, je suis interrompu, je m'excuse. J'aimerais rappeler peut-être que on dirait que c'est un cas personnel et je pense pas que actuellement c'est le bon moment de traiter de ce cas-là personnel. Donc, Madame la Présidente, je vous laisse le soin d'en juger pour le reste. Madame la Présidente... Mais en fait, M. Duval, je pense qu'on a compris ce que vous vouliez dire avec votre préambule. Si vous pouviez aller directement à la question, parce que je pense que vous avez nommé plusieurs enjeux, moi j'en ai noté plusieurs. Je pense que le préambule était assez clair pour nous transmettre vos commentaires par rapport à ce que vous vouliez nous partager. Si vous pouviez passer directement à la question, je pense que c'est l'Ombudsman de Ville-de-Montréal viole la Charte canadienne des droits et libertés. Elle la transgresse. Alors, elle la viole. Maintenant, quand on est capable de faire ça, qu'on s'appelle une ville
puis c'est la Ville de Montréal qui fait ça. L'Ombudsman traite des milliers de cas par année. Je m'excuse, monsieur le commissaire qui vient de me dire que c'est un cas personnel. Écoutez, multipliez ça par 100. C'est un de trop. Puis moi, je me suis fait violer, voler, fabrication de preuves. Puis qu'est-ce qu'elle fait, l'Ombudsman? Elle traite le monde de malade mental. Moi, j'ai été traité de malade mental parce que c'est la façon qu'il procède. Alors, quand vous avez cette étiquette-là que vous êtes collée à la peau, Duval, vous êtes mieux... Je dois vous interrompre parce que, comme je vous ai dit, je pense que vous nous avez mis un portrait assez clair des revendications et des préoccupations que vous avez. Je pense que c'est amplement clair pour chacun des commissaires ici que ce que ce que vous nous avez partagé. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vais mettre fin à la période de commentaires pour vous. Sinon, posez votre question tout simplement pour qu'on puisse répondre adéquatement à la question. Je vais poser la question avant qu'on me dise de sortir. Qu'est-ce que le ou la prochaine chef de la Ville de Montréal va faire pour qu'il y ait des accusations portées sur ceux qui ont commis des crimes à l'hôtel de ville? Alors, il y a eu du trafic d'influence, et puis ça, c'est un crime. On me fait du trouble, c'est un crime. On a fait ça sans gêne. Et ça perdure. Maintenant, comment est-ce que le prochain chef ou la chef de la Ville de Montréal va porter des accusations contre les criminels qui sont des fonctionnaires à la Ville de Montréal? Parce que elle va être redevable à la Ville de Montréal et elle va être redevable au ministère. Merci pour votre question. Je pense que c'est amplement clair. Je voulais juste revenir probablement sur certaines affirmations que vous avez faites, notamment, on n'a pas de représentant du gouvernement du Québec ici. Donc, il y a plusieurs de vos préoccupations qui concernent le gouvernement du Québec. Donc, on n'est probablement pas le bon lieu pour poser vos commentaires ou vos questions. Pour ce qui est des accusations, des situations dans lesquelles vous avez vécu, il existe la déontologie policière. Oui, c'est de la... Monsieur, laissez-moi parler. Ça marche pas. On vous a amplement laissé parler, Monsieur Duval. La déontologie policière, c'est le processus légal. Après cette séance, je peux prendre du temps avec vous. Puis on peut parler des autres options qui existent pour que vous puissiez porter plainte. Mais à ce moment-ci, je vais mettre fin à votre période de commentaires et questions et je vais passer à la prochaine question. Juste un instant. Puis d'ailleurs, si vous avez des questions qui concernent directement la direction du SPVM, il y aura une commission sur la sécurité publique pour qu'on va présenter cette personne qui sera nommée. Donc, vous pourrez revenir, M. Duval. J'ai également... C'est beau, vous avez eu votre temps de commentaire. Merci beaucoup, M. Duval. Merci. OK. On va prendre une pause. On vous revient incessamment.
si je ne me trompe pas, il y a M. Claudiu Russe qui voulait poser une autre question. Oui, la question, c'est le monsieur avant qui a parlé, comme il a dit, monsieur, je ne sais pas, de la Chine, le monsieur commissaire, je ne l'ai pas vu jusqu'à maintenant en politique, je veux regarder plus. Le monsieur n'est pas seul. Moi, je suis le deuxième cas aujourd'hui. On est combien ici? 5 ou 3 pour poser des questions? Ce n'est pas une case. C'est beaucoup de cases, monsieur. Et la déontologie, ça ne fonctionne pas parce que tu as le droit juste une année après les fêtes. Et vous voulez que je dis à la déontologie, le madame commissaire, le madame enquêtateur n'a pas pris ma déclaration, je voulais donner une vidéo. Je voulais que je donne des preuves avant le procès. J'étais 2 ans en criminel. Monsieur Russe, je vais juste peut-être vous interrompre parce qu'effectivement, mon collègue tout à l'heure l'a dit, on ne prend pas nécessairement des cas particuliers. Mais ce n'est pas particulier, malheureusement. Tous les cas particuliers, il arrive à 100 cas. Mais c'est correct. Le chef de police, j'espère qu'il va faire son job. Et si c'est capable d'améliorer les procédures, je vais être très contente. C'est juste ça. C'est bon. Il va être capable de faire son devoir. C'est correct pour aujourd'hui. C'est bon. Vous avez fini? Vous avez terminé? Oui, merci. Oui, bien sûr. Je m'excuse. Mais en non, fait, c'est correct. On a pris en compte vos commentaires ainsi que les commentaires de M. Duval. Je pense qu'on est tous sensibles à ces revendications, tous ici. Et ça va être fort probablement. En fait, je pense que le rapport qui est de consultation met en lumière ces revendications que vous portez ce matin. Et lors de la sélection de la ou du prochain chef de police, ça va être pris en compte sûrement et certainement. Je voulais quand même revenir sur le procès verbal du 21 juin, puisque M. Boucala, vous n'étiez pas présent. Donc, je vais demander à une autre personne d'appuyer le procès verbal. Je peux juste parler avant? Mais c'est juste, j'invite tous les commissaires, avant d'appuyer n'importe quel point, d'être vraiment sûr qu'ils étaient présents et qu'ils ont lu. Alors, je l'appuie, Madame la Présidente. Donc, M. Sari appuie le procès verbal du 21 juin. Maintenant, c'est la période de questions des commissaires. Et je vais demander à chacun des commissaires de poser une question. Si jamais vous aviez d'autres questions, on va passer au moins, on va laisser la chance à au moins un commissaire de poser, chaque commissaire de poser au moins une question et on verra par la suite. Est-ce qu'il y a un commissaire qui est prêt à poser une question? Oui, bonjour. Donc, je vous remercie pour la démarche qui a été effectuée auprès de la population puis des différentes parties prenantes. En fait, ce qu'on remarque là en lisant en vous entendant, c'est que, en effet, il y a beaucoup d'attentes, en fait, par rapport à la personne qu'on recherche. Mon expérience de gestionnaire me dit que ça va être un grand défi de trouver une personne avec tous ces éléments. Donc, en fait, moi, c'est plutôt ma question pour vous, disons, c'est comment est-ce que vous allez faire pour être en mesure d'avoir une personne qui répond un peu à tous les éléments qui ont été avancés dans le rapport? Puis si c'est impossible, quelle stratégie vous allez mettre en place pour qu'on puisse s'assurer que le leadership du SPVM puisse, donc toutes les personnes, disons, à la tête du SPVM puissent répondre aux besoins là, puis aux attentes de la population? Je ne sais pas si mon micro fonctionne. Vous avez raison, c'est un profil ambitieux là, de trouver la personne qui a tous ces caractéristiques-là. Ça va être difficile. On va évidemment essayer d'identifier celle qui en possède le plus grand nombre, qui se rapproche le plus du profil identifié. Mais il faut se souvenir que cette personne-là, elle n'arrive pas toute seule. Elle ne dirige pas le SPVM toute seule. Il y a toute une équipe de direction, il y a toute une équipe de cadre, il y a une hiérarchie. Et l'ensemble des personnes de la hiérarchie ou du comité de direction ont aussi passé un processus de sélection, été évalué selon un profil de compétences. Et le profil de compétences, sans être exactement là, détenir toutes les compétences qu'on voit ici ce matin, en contient plusieurs. Donc, toute l'équipe de direction ont déjà un certain nombre de compétences. On a un profil de compétences pour chacun de ces membres-là. Tous les cadres ont été évalués sur un profil de compétences générique qui
heureusement, est assez près de celui qu'on a ici. Donc, la personne va arriver dans une équipe qui va être complémentaire, n'aura pas toutes les compétences idéalement, mais il va avoir une équipe complémentaire avec des compétences qui vont venir en appui à celle de la nouvelle ou du nouveau chef. Et aussi, ces profils-là de compétences ou ces évaluations-là aussi servent à avoir aussi un profil, un plan de développement pour la nouvelle personne, s'il y a des aspects à développer ou également aussi. C'est un petit peu comme ça qu'on le voit. C'est pas, cette personne-là n'aura pas l'entité, mais ne sera pas la seule, va être entourée d'une équipe de direction, d'une équipe de gestionnaires qui aussi possède des compétences complémentaires. C'est comme ça qu'on le voit. Est-ce que j'ai un autre commissaire qui voudrait poser une question? Monsieur Sari. Alors, tout d'abord, merci beaucoup pour votre présentation et merci aussi surtout pour je dirais, la clarté que vous avez émanée, que ce soit dans la présentation qui était à huis clos que celle d'aujourd'hui. Et bien évidemment que vous avez détaillé non seulement les éléments qu'on souhaite pour notre chef, notre nouvel ou nouveau chef, futur chef de police, ainsi que la démarche. Alors, je tiens d'abord à vous féliciter pour ce travail-là. Puis, si vous le permettez, Madame la Présidente, après, j'aimerais bien expliquer pourquoi on en est là aujourd'hui. Et je m'entends, l'écho est pas mal très fort. Alors, ce que je disais, c'est que ça fait presque un an qu'on sait que M. Caron allait quitter. Presque à peu près un an. Et moi, quand j'ai vu votre résultat du travail, j'ai beaucoup apprécié la démarche, énormément. Mais je n'étais pas surpris des demandes des citoyens et citoyennes. Vous m'aurez demandé la même question il y a 3 mois, 4 mois, 5 mois. Et je peux même vous étonner. Je suis allé chercher l'affichage du poste en 2015. Je travaillais à l'époque au service de police de la ville de Montréal. Et ce que vous avez cité aujourd'hui comme exigence du chef de police sont presque, si ce n'est pas totalement pareils à ce qu'on a eu en 2015. Alors je me pose la question, 1 an à attendre pour ça, 1 an où ça tirait chaque 2 jours et demi à Montréal, 1 an où on s'est permis d'avoir un service de police aussi important que celui de la ville de Montréal, avec une gouvernance instable. Alors ma question est encore une fois, peut-être pour vous, parce que j'étais un peu étonné pour Mme Meunier, quand vous avez dit qu'on n'aura pas, peut-être ça va être difficile, c'est comme si vous nous dites aujourd'hui que Mme Roy, qui est présentement chef de police par intérim, n'a pas nécessairement les mêmes compétences de transparence, de communication et de reconnaissance des problématiques liées au profilage racial et social, ainsi que le travail doit être plus transparent. Moi, ça m'inquiète. Ça m'inquiète énormément parce que quand vous dites ça va être difficile de trouver un chef de police, c'est comme si la chef de police actuelle qui est par intérim n'a pas nécessairement les mêmes compétences qu'on vient de sortir aujourd'hui selon cette démarche. Alors ça, c'est ma première question et je vais revenir sur la deuxième. Alors, ma question, est-ce que vous êtes en train de nous dire aujourd'hui que la chef de police qui est présentement là et qui a d'ailleurs indiqué dans un... j'étais un peu surpris de voir qu'elle est aussi intéressée. Est-ce que ce qu'on nous dit aujourd'hui, c'est que la chef de police, qui est présentement à la tête du service, n'a pas nécessairement le même profil que vous avez émané aujourd'hui? Je pense que je vais répondre. Je me suis... Madame Bouchard, excusez-moi. Je pense que je vais répondre. Peut-être que si Mme Bouchard veut par la suite poursuivre. Monsieur Caron a quitté, si je ne me trompe pas, le 22 avril 2022, donc ça fait pas 1 an que M. Caron a quitté. Je pense que le processus qui a été enclenché, non seulement c'est pour le bénéfice des citoyens et citoyennes, des différents organismes qui voulaient avoir leur mot à dire sur quel était en fait le profil recherché. Et je pense que tous les gens, tous les citoyens, citoyennes, organismes, policiers, fraternités qui ont contribué à cette consultation ont été, je pense, heureux d'être présents, d'avoir leur mot à dire. Je ne crois pas que ce processus a été fait pour rien. Je pense qu'il y avait une raison de le faire. 2015, ça fait longtemps.
Je pense que d'aller voir le pouls de la population comme 7 années plus tard, ça valait la peine. Et ce que je trouve même intéressant dans les résultats, c'est que tant les policiers que les citoyens et les organismes bifurquent vers le même profil. Il n'y a rien qui est contradictoire. Et je ne pense pas que ça remet en question du tout la personne qui est Sophie Roy, qui est la directrice par intérim du SPVM, parce qu'elle était par intérim. Donc, le processus, de toute façon, aurait eu lieu, de toute façon, pour la nomination de la personne. Donc, je comprends vos commentaires, mais en même temps, je pense... Je peux juste corriger les faits, parce que selon l'article de la presse de Radio-Canada, vos faits ne sont pas nécessairement justes, pour ne pas utiliser que ce terme-là. M. Caron a indiqué à la mairesse sa volonté de partir fin 2021. Et je peux vous donner les articles. Alors, la mairesse était au courant, ainsi que le comité exécutif. Ça, c'est quelque chose que je ne veux pas débattre là-dessus. Alors, encore une fois, les articles sont publics, alors je ne suis pas en train d'inventer. Oui, il est parti au mois d'avril, mais on savait pertinemment qu'il allait quitter fin décembre. Ma question était pour Mme Bouchard, et vous l'avez dit, et puis je comprends un peu la question de la mairesse de Côte-des-Neiges-NDG. Elle dit que ça va être difficile de trouver quelqu'un parce que le profil que vous avez dessiné. Vous avez dit 2015, c'est loin, mais j'ai l'affichage de 2022, je l'ai. Alors, donnez-moi la différence entre l'affichage de 2022 et ce qu'on vient de sortir aujourd'hui. Dans l'affichage 2022, on parle également de, bien évidemment, compétences en communication, reconnaître le profilage racial et social et l'importance de la transparence. Juste pour vous dire une chose, la transparence, c'est je dirais, c'est un des éléments importants, puis je pense que c'est l'emblème du service de police de la Ville de Montréal. Alors, oui, la démarche est excellente, rien à dire. Ce que vous avez fait, c'est excellent et on doit le saluer pour n'importe quel poste de cadre. On doit avoir vraiment cette démarche-là. Cependant, ça tirait partout à Montréal. Et entre-temps, on nous dit qu'aujourd'hui, que le chef de police doit être bilingue. Excusez-moi, mais on a tout ça pour ça, c'est qu'il y a un problème. Pour moi, ça c'est vraiment, il y a un problème parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de chefs de police qui n'étaient pas bilingues dans le passé. Il n'y a pas eu beaucoup de chefs de... D'ailleurs, M. Caron reconnaissait le racisme systémique. La transparence, comme je vous ai dit, c'est vraiment une des valeurs, bien évidemment, c'est ce que je cherchais comme terme, c'est une des valeurs du service de police de la Ville de Montréal. Alors je peux vous dire, on aurait pu avoir ce luxe-là, mais ça tirait partout sur l'île de Montréal entre-temps. Et ça, c'est ce qui m'inquiète. Je ne remets pas en question la démarche, je ne questionne pas la démarche, et je le répète, et je le souligne, elle est excellente, voire même il faut l'appliquer sur plusieurs choix de cadres au sein du service de la Ville de Montréal. Cependant, pour ce cas-ci, pertinemment, on n'avait pas le luxe d'attendre. On n'avait pas le luxe d'avoir une gouvernance de service de police aussi instable, avec des chefs de police qui viennent et qui partent. Philippe Piché, M. Prudhomme, M. Caron et Mme Roy aujourd'hui, et on parle de moins de 5 ans. Excusez-moi, mais il y a un problème au niveau de la gouvernance et on ne pouvait pas se permettre ce luxe-là. C'est ce que j'ai à dire aujourd'hui. Je remercie pour le commentaire, mais je pense que ça s'adresse, c'est plutôt un commentaire qui est politique plutôt qu'administratif. Donc, je ne pense pas que Mme Bouchard, M. Lefrançois pourraient répondre à la question qui est plutôt au commentaire qui a été formulé à cet instant. Mais je maintiens, en fait, que ce processus était nécessaire et je pense que c'était une demande non seulement des citoyens et citoyennes, mais également des différents organismes qui forment la communauté montréalaise. Et je pense autant tous ceux qui ont été consultés, je pense, ont été heureux d'être consultés et ça va donner encore plus de poids à la prochaine personne qui va prendre la direction du SPVM. Ceci étant dit, est-ce que j'ai d'autres commentaires ou questions des commissaires? Oui, en fait, je souhaite simplement dire que dans un premier temps, j'apprécie pas qu'on mansplain ma question. Ma question était très claire, puis je pense que de point de vue administratif, on a compris que je ne parlais pas simplement que des compétences générales qu'on cherche chez un chef de police. Il y a beaucoup d'attentes qui ont été mis de l'avant puis qui ont été soulevées par la population suite à cette consultation. Une consultation
on aurait dit à l'administration qu'ils n'ont pas fait si on ne l'avait pas fait. Mais bref, il y a eu beaucoup d'attentes qui ont été mises de l'avant par la population et j'ai compris, en fait, que lorsqu'on va recruter la personne pour le poste, on ne va pas regarder que les compétences générales pour un gestionnaire, là. On va aussi regarder les expertises qu'il y a au sein de l'équipe de leadership du SPVM pour s'assurer qu'on soit bien équipé pour répondre aux besoins de la population puis aux attentes qui ont été émises. Donc, j'apprécie pas qu'on mansplaine mes questions. C'était pour l'administration et je pense que l'administration a clairement compris mon souhait, c'est-à-dire d'avoir un leadership du SPVM qui puisse répondre à l'ensemble des attentes de la population par rapport à leur service de police. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, monsieur? Ça va? Ça va pour tous les commissaires? En fait, moi, je voulais quand même faire un commentaire sur le processus que je trouve excellent. Je trouve qu'il vient comme amener comme en fait des munitions pour être encore plus clair sur ce qu'on recherche comme prochain directeur ou directrice du SPVM. Peu importe la personne qui va être choisie, non seulement c'est un profil qui est souhaité, mais également, comme je pense que M. Lefrançois l'a clairement indiqué, une feuille de route. Donc, ce n'est pas seulement un profil souhaité, mais une fois que cette personne va être nommée, elle a tout un document qui lui donne clairement ce que les Montréalais et Montréalaises s'attendent d'elle ou de lui. Et je pense que c'est important. Ce n'est pas seulement une consultation qui va être pertinente pour choisir quelqu'un, mais ça va être pertinent même après pour le mandat de cette prochaine personne. Je vous remercie du travail qui a été fait. Je vous remercie également de votre présence ainsi que toutes les personnes qui se sont déplacées, citoyens et citoyennes. C'est toujours apprécié d'avoir des citoyens qui se déplacent. On sait que c'est pas nécessairement facile. On apprécie, on apprécie votre présence, en fait. Donc, sur ce, je remercie naturellement les personnes du service des ressources humaines, ainsi que chacun des commissaires présents, ainsi que M. Vaillancourt, qui était également présent. Et je vous souhaite une bonne journée.